Aujourd'hui, 20 novembre, journée internationale du droit des enfants, nous interpelle. Il faut commencer à dire non. Il faut commencer à dire des comptes. Il s'agit d'un combat de nous tous. Et c'est pour ça qu'avant de commencer et d'introduire les intervenants, je voudrais que nous soyons soudés, que nous puissions nous lever et chanter un groupe de l'hymne national, s'il vous plaît. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Le comité citoyen pour la transparence et l'exercice des libertés au CITEL, que j'ai l'honneur de représenter, les divers participants et intervenants de ce jour bien particulier sont particulièrement heureux de vous recevoir dans cette salle et pouvoir échanger. Ces situations graves nous interpellent à tel point que nous nous sommes sentis obligés de dire « ça suffit ». Pour ce faire, vous aurez à la fin de cette causerie des éléments de réponse, des éléments de combat. Mais il serait maladroit de ma part si je n'introduisais pas les intervenants dont je viens de parler. Il s'agit du professeur Kiamba, qui est ancien directeur de cabinet du ministère de la Communication en République du Congo et qui est en même temps directeur du Master Action publique à l'Institut catholique, à l'Université catholique d'Afrique centrale. Vous aurez également une intervention de Michel Ndoki, qui est conseiller juridique, Henriette Ekoué, qu'on ne présente plus, qui nous dressera un panorama général de la situation en matière de droit sur les enfants. Vous aurez également M. Elogo, qui est le père de la petite fille dont vous venez de suivre les images macabres, qui est sur notre droite. Je vais donner la parole au professeur Kiamba, qui est directeur du Master Action publique et gouvernance au sein de l'Institut catholique d'Afrique centrale, qui va jeter un regard croisé sur les maltraitances et les discriminations à l'égard des enfants. Monsieur Kiamba, vous avez la parole. Par rapport à cette invitation, n'est-ce pas? Et ceci est d'autant plus intéressant qu'il s'agit ici d'un problème d'enfants, des enfants que nous étions, des enfants que nous sommes et que nous serons toujours demain. On restera toujours enfant. Il est dit chez nous aujourd'hui, et comme d'habitude aussi, par le passé, que l'enfant est toujours la canne de vieillesse de parents. C'est parce que justement les parents nous ont mis au monde, ils nous ont lavé, ils nous ont nourris, et que demain, lorsqu'ils vont se fatiguer, ils deviendront des enfants. Donc on est comme dans une sorte d'éternel retour, même si la vie n'est pas justement une sorte d'éternel retour. Mais on y revient toujours. Et tout l'honneur est justement le mien ici de prendre la parole en cette circonstance, surtout que je vois les images là-bas et ce qu'on vient de projeter sur Francis. Et c'est loin justement des prérogatives qui sont les nôtres, de parler en tant qu'homme de science, mais ceci est d'autant plus intéressant qu'il sera difficile que de chasser le sentiment. Et ici justement l'émotion, ce sont des choses qu'on ne voit pas chaque jour, mais quand ça vous arrive, Francis l'aura dit, ça devient un peu plus difficile. J'ai l'impression de vivre encore dans mon pays les situations de guerre. Ça, on voit ça lorsqu'il y a la guerre. J'ai vécu dans la guerre au Congo, on en sait quelque chose. Mais à vivre ça, de savoir que ça se pratique dans la vie courante et au quotidien,
il me semble qu'on loge dans notre mental permanemment le sentiment d'insécurité. Et je dis ceci est d'autant plus intéressant qu'il s'agit de l'enfant enfance. Enfance, c'est-à-dire l'être qui est mon cœur ici, pour qu'on le qualifie de celui qui détient effectivement la parole. Autrement dit, celui qui ne parle pas. Enfance, celui qui ne parle pas. Et il s'agit d'un problème de société, justement des questions de maltraitance, n'est-ce pas, de discrimination, des abus. Ce sont des faits sociaux totaux. Vous parlez un peu comme les sociologues. Et les maltraitances, les sévices de tous ordres, peut-être pas seulement au plan sexuel, mais même dans nos maisons, le domaine domestique. Chez nous, nous savons comment nous traitons aussi nos enfants dans nos propres maisons. Et souvent, c'est le bâton. Alors que parfois, là, on a comme l'impression qu'au plan mental, le développement n'est pas encore assis ou avéré. On blâme, on fait tout. Et des faits comme relatés aujourd'hui nous interpellent. Il faut remonter dans le temps par le passé pour démontrer que c'est un fait social total, je l'aurais dit, mais surtout un fait qui relève ici d'un phénomène anthropologique. Il s'agit de toucher du corps, le corps de l'homme, anthropos. Il s'agit du corps, mais il s'agit d'un fait social parce que si l'on remonte dans l'histoire, ce n'est que récemment, aujourd'hui, qu'on a essayé un peu de mettre la législation en place pour essayer un peu de défendre les enfants. Et je me rappelle encore d'un beau titre qui nous disait « Les enfants d'abord », le titre d'un bel ouvrage. Et vous allez voir qu'on a encore ici des catégories analytiques qu'on aura développées par le passé. Pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de la Grèce antique, nous voyons donc que dans les cités de la Grèce antique, les femmes, les enfants, les esclaves n'ont pas de droit. N'ont de droit que les maîtres de maison, mais qui ont cette prérogative, qui ont cette possibilité que de sortir du domestique pour aller sur l'espace public, rencontrer les pères et discuter des histoires de la cité. On nous a parlé de l'oiseau de Minerve qui ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit, mais parce que tout le monde n'a pas justement ce droit-là. Et nous migrons jusqu'au XIIIe siècle, le Moyen-Âge, c'est l'âge d'or de la raison. Pour voir encore que l'on évolue là dans les mêmes situations où l'enfant, la femme et les esclaves n'ont pas de droit. Mais il faudrait peut-être remonter encore dans l'Antiquité, peut-être à l'époque des Hébreux, pour essayer un peu de lire autrement l'histoire d'Abel et Caïn, pour comprendre que fondamentalement la notion d'enfant nous presse. Et ceci est d'autant plus intéressant que quittant justement cette époque où la sociologie et l'histoire ne sont pas assez développées, prenons le 15e, 16e siècle, et nous avons ici, je ne suis pas juriste, quelqu'un de très intéressant, John Locke, mais qui est le premier justement à théoriser sur des questions de droit privé. C'est la reconnaissance justement du droit à la propriété. Mais le droit à la propriété aussi, c'est le droit de disposer de son corps, le droit d'exercer, le droit de faire des choses que l'on croit consciencieusement très importantes et nécessaires, et que ceci ne nous amène pas à nous inquiéter, que ce soit pour notre intégrité morale, physique, psychologique. Ça, c'est très important. Mais des maltraitances, d'où qu'ils viennent, qu'on parle aujourd'hui des maltraitances, nous avons dit que c'est des problèmes justement de société. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de jouer mentalement dans une confusion qui certainement n'est pas relative, mais qui est totale, entre la dimension de la domination, la dimension de l'influence et la dimension du pouvoir. Et aujourd'hui, les choses ont tellement évolué dans l'ordre de la négativité que les maltraitances touchent même ce qui hier était défendu même par les Écritures saintes, n'est-ce pas, les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras jamais ceci. Mais aujourd'hui, toucher au corps de l'autre devient comme un simple exercice, c'est-à-dire un simple exercice où l'on se retrouve ici face à un bourreau et quelqu'un de faible. Et finalement, en termes de maltraitance, on joue sur le psychisme, sur la psyché. C'est-à-dire que le pouvoir devient ici un pouvoir phallocratique, surtout dans le cas précis que nous venons de suivre. On va jusqu'à la profanation, c'est-à-dire le pouvoir basé sur le sexe fort, la phallocratie. Et ça devient très compliqué si l'on rentre dans ce cadre-là. Mais passons un jour, j'ai bien dit, sur la psychologie de l'enfant. Et Nietzsche aura déjà prévenu, périssent les plus faibles. Périssent les plus faibles, mais les plus faibles, c'est lesquels? Peut-être pas seulement ceux qui n'ont pas d'argent,
mais ceux qui n'ont pas assez de protection au plan physique, au plan moral, au plan justement psychologique. Et ceci m'embraye directement après cette introduction pour essayer un peu de voir les facteurs qui, au plan sociologique, au plan anthropologique, nous permettent aujourd'hui de discuter justement des questions ayant trait à la maltraitance des enfants. J'ai dit les enfants d'abord. Il s'agit d'un problème ici de droit. Madame Francis vient de nous le dire, et Francis vient de répéter. On est dans des états de droit. Mais des états de droit où l'état de droit est confondu avec le droit de l'État. C'est parce qu'on a comme l'impression qu'on est dans des états où la justice est à double vitesse. Une justice pour les forts, mais une justice pour les faibles. Mais on est certainement dans des états à mettre à vie, et j'ose croire, des états où il y a de ceux qui s'enrichissent de plus belle sur la base justement de ces faits qui sont relatés, pendant que le bas peuple qui subit en termes de victimes émissaires s'appauvrit davantage. Mais c'est parce qu'il y a une remise en cause fondamentale des manières de voir, de faire et de sentir. Il y a une remise en cause fondamentale des valeurs sociétales, morales sur lesquelles nous fondions nos sociétés d'hier et d'aujourd'hui. Il y a déliquescence, n'est-ce pas? Il y a décrépitude, il y a déconflagration, justement de notre regard que l'on pose sur l'autre. Et finalement, le regard que l'on pose sur des enfants aujourd'hui nous démontre que Sartre avait raison. Et nous nous posions toujours la question de savoir si autrui est obstacle à ma liberté. Est-ce que pour qu'on promeuve quelque dynamique, quelle qu'elle soit, il va falloir passer par ces cas qui sont au mur là-bas? Nous ne savons pas. Est-ce que l'on n'a pas confondu la dimension de ce qu'est autrui avec foncièrement le regard qu'on pose sur l'altérité? Est-ce que l'on n'a pas confondu justement ici ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine philosophie d'amour, d'amitié, où l'autre n'est pas un objet pour consommer à travers notre regard, j'ai bien dit notre manière de voir, de sentir, de penser, où justement le regard que nous posons sur l'autre n'est plus un regard aimant. Je ne verse pas dans la morale, elle est universalisante. Je rentre dans le domaine d'éthique, puisque l'éthique est particulariste. Est-ce qu'on n'est pas sorti de cette philosophie d'amour, d'amitié, pour rentrer dans cette philosophie du sentiment sentimentaliste, où finalement l'autre ici doit être consommé, c'est un peu comme l'orange qu'on suce après qu'on aura jeté. Où finalement ici on revient à ce que disait Hannah Arendt dans la crise de la culture, que autrui devient comme du bétail à abattre, alors qu'on ne devait pas tomber les uns sur les autres. Mais ceci est lié à quoi? Et c'est l'état de nos sociétés aujourd'hui qui nous conduit à une certaine pauvreté qui n'est plus seulement matérielle. Nous avons la matière, mais on rentre dans une dynamique d'une certaine pauvreté mentale. J'ose croire, mettre à vie que la pauvreté à ce niveau-là devient mentale et peut-être morale, parce que les faits qui nous sont allégués nous conduisent justement à penser qu'on rôde ici dans l'ordre, où on confond ici la simple juridicisation avec la trop forte judiciarisation. Il ne s'agit pas seulement de mettre en place des principes juridiques. Il faut les acter, il faut les actuer. Il faut passer du principe à l'acte. Et si on est dans des situations, si l'on y prend garde, que l'état de droit, j'ai bien dit ce n'est pas le droit de l'État, il existe. L'état de droit, c'est un état au sein duquel les droits, je ne dis pas de l'homme, je dis les droits de la personne humaine sont foncièrement respectés. Et ça, c'est très important. Si l'on n'est pas dans ce cadre du respect des droits de la personne humaine, on rentre dans l'ordre de la privatisation de l'État. J'ose croire que nous sommes rentrés dans l'ordre de la privatisation de l'État. Mais laquelle privatisation de l'État nous conduit ici à la criminalisation de l'État? Parce que le crime ne touche plus seulement les enfants, mais le crime touche foncièrement le siège des institutions, c'est-à-dire quand le pouvoir est dans une sorte de déconflagration. On touche là foncièrement à une justice qui n'est plus équitable, qui n'est plus morale, qui n'est plus honnête et qui n'est plus transparente. C'est pour ça que le cri d'alarme de tout à l'heure nous dit il va falloir que justice soit rendue. Mais comment rendre la justice? Il faut judiciariser. Il y a des normes juridiques, mais il faut les appliquer. Ça, c'est très important. Mais on rentre aussi dans l'ordre où tout devient clientélisme. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les enfants comme si c'était du bétail. Au plan anthropologique, si nous rentrons dans une sorte d'anthropologie sociale et culturelle, à la Lévi-Strauss, tout ce monde-là, l'on comprendra certainement que l'enfant était du bétail à abattre dans certaines sociétés, parce que ça pouvait, les organes de l'enfant pouvaient ici servir pour augmenter la puissance du verbe. Et vous savez ce que j'appelle le verbe. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe outre-Atlantique,
ou peut-être la salle m'excuserait, puisque ça nous touche tous. Et on est obligé de créer des bébés éprouvettes qu'on achèterait certainement à 7 000 €, si ça marche. À partir de 20 ans jusqu'à 24 ans, vous aurez fait au moins 7 enfants, que vous vendrez à 7 000 € un bébé, et ça vous fait du pognon. Mais qu'à cela ne tienne, mais puis cela on utilisera, si on arrive peut-être à l'étape de l'embryon, on utilisera ça pour la beauté, de notre beauté, nos soeurs, nos frères, nos laits de beauté là. C'est aussi sur les organes des enfants et autres. C'est pour ça que c'est une matière qui est prisée. Mais où allons-nous? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Où allons-nous? On a parlé de la criminalisation de l'État. On a parlé de la privatisation de l'État. On a parlé de la prostitution d'une justice qui devient à double sens. Mais ici, tout concerne peut-être pas seulement ce côté-là de la maltraitance au plan des viols et autres. J'ai bien dit qu'il y a aussi la maltraitance au niveau du travail des enfants. Pour ceux qui ont fait des pays en guerre comme les nôtres, nous disons que là où prolifère l'industrie à guerre, il y a toujours l'économie du pillage. Allez là où on traite les enfants dans des mines de diamants, allez là où on les exploite dans des mines d'or. Là, on comprendra que le regard peut changer. À la limite, on pourra devenir un militant des droits de l'homme, si l'on y prend garde, parce que c'est trop fort. Mais là, on comprendra qu'il y a certainement des sévices intrafamiliaux. J'ai dit que les bourreaux aussi ne viennent pas de loin. Ça vient aussi de là. Un enfant qui a perdu certainement son papa, la maman se remarie avec un autre monsieur, on ne voudra plus voir cet enfant. Un enfant qui a perdu sa maman, le papa se remarie, la nouvelle femme ne veut plus voir. On l'aura vu en 1995, j'étais encore religieux. À l'époque, quand Jean-Paul II arrivait, et je me rappelais qu'on avait chassé tous ceux qui étaient sur la poste centrale et l'avenue Kennedy pour essayer un peu de montrer en gros l'image de la belle cité de Yaoundé. Mais on n'avait pas pu qualifier les faits, c'est-à-dire sociologiquement, anthropologiquement. D'autres parlaient des enfants de la rue qui créaient du désordre. Mais là, on n'a pas cru comprendre que ce ne sont pas les enfants de la rue certainement, mais les enfants dans la rue. C'est parce que les sévices aussi sont très forts. Aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est quoi? C'est qu'il faut essayer un peu d'humaniser le travail de l'enfant. Il faut essayer un peu de moraliser le travail de l'enfant pour que le travail devienne aussi source d'enrichissement, source d'accomplissement de soi, mais surtout source d'ennoblissement. Mais parce que hier, Tripalium, le travail, c'était la dureté de la vie. Il y a pas mal de situations que l'on vit au quotidien. Mais je dis aussi qu'il y a des services extra-familiaux. Un voisin qui guette votre fille qui va chaque matin à l'école ou votre garçon, on en a vu là-bas, j'ai suivi sur une des radios de la place, qui a un petit garçon de 4 mois, mais qui a été violé. Un petit garçon de 4 mois, imaginez-vous 4 mois, c'est même pas un garçon, c'est un bébé. Et mort, son est suivi, comment à 4 mois. Mais c'est le voisin qui viole le petit garçon de la voisine. Ça, c'est peut-être encore rien, c'est une interpellation qui ne passe pas si tant est vrai qu'on n'a pas vécu cela. Francis vient de nous le dire. Mais je dis que les facteurs aussi sont liés à quoi? À l'environnement tel qu'il évolue. On a comme l'impression qu'anthropologiquement, la dimension de la socio-anthropologie a tellement perdu sa valeur qu'aujourd'hui, le regard qu'on pose sur l'enfant devient surtout un regard alarmiste. Un regard alarmiste. Mais j'ai dit j'attaque l'État. Si j'attaque l'État, j'attaque la société. Parce que j'ai dit que nous sommes déjà dans des États effondrés. Là, on ne peut pas comprendre que cela arrive dans des États normaux, entre guillemets. Peut-être pas l'État d'ici, mais je parle de l'État en Afrique. Et peut-être ailleurs aussi, il s'agit des enfants du monde. Mais peut-être qu'à la base aussi, il y a un réel problème de management des réalités sociétales. C'est ça que le droit n'est pas appliqué. Un véritable problème de management des réalités sociales. Je l'ai dit au départ que dans tout État où la justice est prostituée, on rentre là dans ce que, paix à son âme, l'abbé Jean-Marc là disait, quand l'État pénètre en brousse, on n'a plus de repères pour agir, on n'a plus de référentiel. C'est-à-dire même les référents au plan mental sont dans une sorte de décrépitude très avancée. Ce n'est pas un regard de religieux, c'est juste un regard d'un analyste, d'un observateur peut-être absent. Ça, c'est très important. Rappelez-moi pour que je ne déborde pas. Non, c'est bon. Je veux évoluer. Pour dire que les facteurs aussi sont d'ordre, pas seulement social, pas seulement politique, mais d'ordre aussi économique.
Moi, j'ai dit qu'on rentre dans une sorte de marchandisation de l'homme. Mais ce qu'on appelle à une mauvaise culture, il y a une déculturation. Ah oui, c'est trop long. Hein? Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ou c'est trop fort. Dans une sorte de déculturation, mais pourquoi? Parce que justement, ça nous rappelle que nous sommes des hommes. On a du sang dans nos veines. Mais les animaux aussi ont du sang. Mais il manque foncièrement dans ce cadre-là de la criminalisation de l'État ce qu'on appelle l'émergence de l'humain en l'homme. On entend bien ce terme-là, émergence d'ici telle année, d'ici. Nous sommes des hommes. Est-ce que nous sommes des humains? Parce que nous disons que l'humain en l'homme est une émergence aléatoire par excellence. Mais l'émergence ne se décrète pas. L'émergence, c'est un tout. Or, le tout n'est pas la totalité. C'est un peu comme on le dit aujourd'hui, Dieu. Dieu, ce n'est pas un chrétien, deux chrétiens, trois chrétiens. Ce n'est pas la somme des chrétiens. Mais Dieu, c'est un tout. C'est tout comme l'émergence. Donc, il y a un problème justement du manque d'émergence de l'humain en nous. J'ose croire et mettre à vie que juste ici, nous ne sommes qu'au niveau de la culture de l'homme, mais pas de l'humain en l'homme. Je vais conclure. Que ce sont des situations qu'on appelle ici à quoi? À un certain leadership de soi. Mais le leadership de soi ne va pas sans plaidoyer. Tel que la maman pleurait, Francis a parlé, je pense qu'il y a réellement un problème de plaidoyer. Et madame la déléguée l'aurait suggéré ici, qu'il y a réellement un problème d'écoute. Mais c'est parce qu'on a tué aussi en nous la dimension de l'écoute. Et donc, pour ne pas m'éterniser, j'ose croire qu'on aura encore un débat. Je préfère m'arrêter là parce que je pense que j'ai accusé un peu trop de... Merci, professeur. Et donc, je vous remercie. Merci, professeur. Ouais. Alors, s'il fallait retenir quelque chose, je dirais que, en deux mots, sommes-nous dans un état de droit ou dans une situation du droit de l'État? Cette analyse anthropologique, mais mêlée de spiritualité, je pourrais dire, nous a permis d'arriver à la conclusion suivante, c'est que la pauvreté mentale ou morale commande une judiciarisation, je reprends le terme du professeur, si j'ai bien compris. Voilà. La parole va être donnée maintenant à Michel Ndoki, qui va avoir un regard sur l'aspect juridique de la maltraitance des enfants. Michel, c'est à toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ceux qui sont à côté, vous savez lire. Je m'appelle Michel Ndoki. Mon métier, c'est le droit. J'ai 41 ans et j'ai 2 enfants. Antoine, qui a 16 ans aujourd'hui, et Samuel, qui a aujourd'hui 8 ans. Une chose que j'ai retenue dans cet exposé, dont je reconnais avec vous qu'il pouvait être parfois difficile à suivre, professeur, mais ne nous en voulez pas. L'âge fait que peut-être nous n'avons pas tous la vivacité d'esprit de vos étudiants. Une chose que j'ai retenue, c'est que l'enfant est celui qui ne parle pas. Et notre travail en tant qu'adulte, c'est de parler pour lui. C'est ce que nous faisons quand nous lui donnons à manger. C'est ce que nous faisons quand nous choisissons son école. C'est ce que nous faisons quand nous l'amenons à l'hôpital quand il ne va pas bien. Et nous avons vu ici l'histoire d'un de ces enfants, de plusieurs de ces enfants. C'est une histoire exceptionnelle, extraordinairement douloureuse, mais c'est aussi une histoire extraordinairement courante dans notre pays. Nous avons avec nous M. Elogo. Nous aurions pu avoir dans la salle Mme Josepha Kiliba. Nous aurions pu avoir dans la salle, je ne sais pas si elle est là, Mme Vanessa Tchatchoua. Nous aurions pu avoir dans la salle les mères des enfants de Mimboman. Nous aurions pu avoir dans la salle les mères des enfants de Bepanda, les mères ou les pères. Nous sommes là en tant qu'adultes pour parler pour ces enfants-là. Et qu'est-ce que nous faisons pour parler pour ces enfants-là? Nous créons des règles qui sont des règles de la vie en société. Nous créons des lois, des textes. Nous créons des systèmes
qui sont censés protéger ces enfants, qui sont censés les justifier. Parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se protéger et de se défendre, nous sommes là pour nous assurer qu'ils sont protégés. En l'espèce, dans les cas que je viens de citer, dans le cas de M. Elogo, nous avons fait quelque chose. Ce pays est un pays admirable par sa capacité à créer des textes et des normes. Nous avons des textes. Nous avons les règles. Et je vais vous en citer quelques-unes. Nous avons un article 274 de notre code pénal sur la violation des cadavres qui dit que doit être puni tous ceux qui profanent tout ou partie d'un cadavre humain, enseveli ou non. Nous avons l'article 219 sur l'usurpation d'un titre. Je vais vous parler seulement des articles qui me sont venus à l'esprit à l'exposé que nous avons entendu. Celui qui fait usage sans droit d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions ont été fixées par l'autorité publique. Celui-là est punissable de 3 mois à 2 ans de prison et de 100 000 à 2 millions de francs d'amende, ou de 100 000 à 2 millions de francs d'amende. La suppression et la fabrication de preuves, parce que nous avons entendu tout à l'heure qu'avant que le meilleur médecin légiste de ce pays ne déclare quelle était la cause réelle de la mort de Gloria, il y avait eu un autre rapport qui est donc, c'est à la justice d'en décider, mais qui peut paraître être un faux. Eh bien, ce rapport-là, l'auteur de ce rapport-là, est aussi sanctionnable au regard de la loi. Donc, nous avons des textes. Et pourtant, nous venons de l'entendre. Et dans tous les autres exemples que je viens de vous citer, la situation est la même, rien n'est fait. Pourquoi? Parce qu'en dehors des textes, il faut des personnes pour les appliquer. Et nous avons des personnes pour les appliquer. Nous avons des autorités administratives. Et je voudrais faire une pause pour remercier Madame la déléguée d'être là aujourd'hui. Nous avons des autorités administratives, nous avons des autorités judiciaires. Si nous retournons au texte sur les autorités judiciaires, nous savons que la police judiciaire est là pour constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et les complices et, le cas échéant, les déférer au parquet. Le procureur général près de la cour d'appel veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel. Donc, si nous avons des textes qui disent que ce qui s'est passé est une violation de la loi, si nous avons des personnes qui sont là pour s'assurer que cette loi est appliquée, comment se fait-il que ces faits que vous avez vus aujourd'hui, comment se fait-il qu'ils ne soient pas suivis de sanctions? Parce que ces personnes ne font pas ce qu'elles sont supposées faire. Et nous le savons tous. Et c'est là que nous intervenons, les juristes, les journalistes, les citoyens ordinaires ou les citoyens extraordinaires, les personnes comme M. Elogo. C'est là que nous intervenons. Parce que quand quelqu'un, un adulte, ne prend pas pour l'enfant qui n'a pas de voix la parole, c'est la responsabilité de chacun des adultes qui est dans cette salle, à commencer par la mienne, de prendre la parole pour lui. Monsieur Elogo a pris la parole. Nous sommes là aujourd'hui pour amplifier cette parole. Vous êtes là aujourd'hui pour amplifier cette parole. Vous savez tous, mesdames et messieurs, que ce qu'il raconte, nous l'avons déjà vécu. Chacun d'entre nous ne peut pas se contenter d'avoir pitié de lui. Ce n'est pas de compassion que l'on parle. Chacun d'entre nous peut raconter l'histoire d'une mère, d'un père, d'un fils, d'un frère, d'un voisin qui a subi le même genre d'aberration que M. Elogo. Parce que nous ne savons pas, nous ne voulons pas dire non. Pas parce que ce n'est pas possible de changer ça, mais parce que nous n'avons pas pris la décision de dire « ça suffit ». Et nous sommes ici aujourd'hui, je l'espère, pour commencer à dire « ça suffit » et faire ce qu'il faut pour que les textes que nous avons, les responsables, les gardiens de la protection de nos enfants, de la protection de nos adultes, commencent à faire ce qu'ils sont censés faire. Je vous remercie de votre attention.
Bien. Je crois que vous avez un avant-goût de ce qui constitue les motivations de la rencontre de ce jour. Comme je le disais tout à l'heure, nous passerons à l'action. En attendant, quelqu'un que je ne présente plus, bien entendu, Henriette Ekwe, qui va nous faire part de son expérience de journaliste par rapport à l'impunité qui sévit tous les jours, qui s'installe, qui s'est installée face à ces nouveaux fléaux que tous les jours nous entretenons, nous subissons. Henriette. Oui, bonsoir tout le monde. Je vous prie de... Je n'ai pas une voix assez forte. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vous prie de m'excuser pour le retard à mon arrivée ici. Je vais donner une expérience de journaliste en m'inclinant d'abord devant la douleur de M. Elogo Meigné Francis, qui est la douleur de beaucoup de parents, comme j'ai pu le constater pendant l'exercice de cette profession, ce métier de journaliste. Les violences faites aux enfants sont très, très courantes. Elles sont dans la presse pratiquement tous les jours. Des viols d'enfants en famille ou les voisins, des enfants maltraités qui meurent suite à la maltraitance. On en parle comme d'un fait divers. Et c'est pour ça que briser les tabous et briser ce silence est très, très important. On a eu beaucoup de cas de maltraitance d'enfants dans la presse, souvent avec un traitement d'une froideur terrible. Dans tel quartier, un bébé de 2 mois a été violé, est mort. Dans tel autre quartier, un enfant a été battu à mort. Dans tel autre quartier, une maman a repassé son enfant au fer chaud et on voit ça comme un fait divers. Et comme le fait divers finalement finit par être banal, il n'y a pas une prise de conscience qui fasse en sorte que même les autorités, je vous prierai de m'excuser, Madame la déléguée, que même les autorités n'engagent une action pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi dans tel ou tel quartier, quel est le budget réel qu'il y a dans nos services sociaux pour pouvoir assister les parents, parce que souvent ils n'ont pas les moyens d'ester en justice et ils subissent aussi la violence faite à leurs enfants. Et il y a un degré encore plus fort qui est celui de la mort. Il y a 16 ans exactement, ici à Douala, il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique. Deux Nigérians, ont attrapé un enfant, lui ont coupé la tête et allaient livrer la tête de l'enfant à un Pakistanais qui était propriétaire d'une boîte de nuit. On ne sait pas, cet enfant-là de 11 ans qui allait à l'école, qu'on a attrapé comme ça et on a coupé sa tête, il y a eu un procès bien sûr, ce n'est même pas le parent qui s'est plaint, mais il y a eu un procès parce que quelqu'un a dénoncé à la dernière minute la livraison de la tête de l'enfant dans une boîte de nuit alors célèbre ici à Douala. Et donc, les policiers du 4e arrondissement sont descendus devant cette boîte de nuit et ont pris ces jeunes Nigérians la main dans le sac qui ont dit « Nous allons livrer au patron de la boîte la tête qu'il nous a demandé » et c'est comme ça que les policiers les ont finalement déférés devant un juge. Mais ces violences-là sont constantes. Lorsqu'il y a eu en décembre 2012, janvier 2013, des viols de jeunes femmes qui ont été mutilées, il y en a qui sont mortes sans leurs yeux, on a coupé le sein, on a coupé... C'est devenu aussi une affaire banale, peut-être pas aussi banale que ça, mais ça a tourné au crime rituel. Qui avait intérêt à faire des crimes rituels? Est-ce que c'est cet homme d'affaires qu'on a attrapé qui voulait s'enrichir et qui a donc décidé d'avoir certains organes des jeunes femmes pour aller voir peut-être un marabout en faire quelque chose? Tous ces crimes indiquent que notre société est très très malade. La crise économique a aussi ses conséquences dans cette chose. Et il n'y a pas longtemps, dans une rédaction très
très célèbre, l'une des plus importantes de la presse privée, un journaliste a dit « Ah, moi, ces histoires de crimes rituels, c'est très dangereux, ou de profanation de cadavres, c'est très dangereux parce que c'est des millions, des centaines de millions qu'on verse aux personnes et ils peuvent faire très très mal lorsqu'ils savent que vous mettez votre nez dans ces affaires-là. » Et il y a eu donc des accusations qui ont été faites, des supputations sur telle ou telle clinique où les gens meurent souvent d'opérations. Pourquoi les gens meurent à cette récurrence dans cette clinique? Il n'y a évidemment pas d'enquête pour savoir pourquoi les gens meurent, mais d'autres soupçonnent que ces opérations récurrentes dans telle ou telle clinique de la ville aboutissent finalement à une mort parce qu'on peut vendre les organes de quelqu'un qui a été opéré et on dira à la famille, bon, ben, c'est dommage, ça n'a pas marché, on versera bien une larme et puis ce sera fini. La famille ne va pas ouvrir le ventre pour voir s'il manque le foie ou n'importe quel organe ou le cœur ou n'importe quoi. C'est que notre société est tellement malade qu'on tente de banaliser ces choses-là. Et elle est tellement malade avec la crise économique que même les hôpitaux, là c'est autre chose, on n'arrive pas à soigner correctement les gens parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors évidemment, quand il arrive des choses comme les cadavres qu'on va profaner, il y a eu un cas il n'y a pas longtemps dans une morgue à Douala où le morguier a été accusé d'avoir ouvert ou d'avoir laissé faire des gens qui sont venus, qui ont pris un cadavre, qui ont ouvert le ventre du cadavre, ont pris des organes et quand la famille est venue récupérer le corps, elle a trouvé que le corps était recousu. Qui a opéré la personne, on ne sait pas. La police a attrapé évidemment le morguier. Ces choses récurrentes que la presse connaît très très bien, tous les journalistes connaissent ces cas, mais on se demande si quand la société est malade à ce point, la justice ou l'État ne prend pas en main de punir ces crimes-là et surtout de poursuivre les gens qui commettent ces crimes-là ou qui sont supposés les avoir commis. Ça ne se passe jamais. Monsieur Elogo Menyar racontait comment il n'a été entendu par personne. On l'a traité comme un chien dans un jeu de quilles. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand des choses comme ça arrivent, on va à l'église, on prie Dieu et on dit c'est Dieu qui a voulu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu. C'est que la société est malade et comme elle est malade, tout le monde fait ce qu'il veut. On tue, on viole les enfants, on fait ce qu'on veut et il n'y a pas réellement une prise de conscience que ces choses-là c'est mauvais ou ce n'est pas bien et que moralement la morale a déserté notre société. Voilà pourquoi des choses comme ça sont récurrentes. Il faut appeler au respect de l'être humain, au respect de la personne humaine, au respect de l'enfant. Certaines personnes très moralisatrices disent « Oui, vous vous plaignez, mais souvent on ramasse les enfants dans les poubelles. Hein. Alors, si les mères avaient vraiment un cœur... » Bon, je n'entrerai pas dans ce domaine parce que c'est un domaine social. On sait ce qui se passe avec ces jeunes femmes en désarroi qui vont jeter les enfants dans les poubelles. Mais il est question qu'on puisse agir face à ce fléau-là qui a tendance quand même à se développer dans notre pays, qui a tendance à devenir très banal et qui a tendance finalement à mordre dans toutes les couches sociales. La personne qu'on avait arrêtée pour les crimes rituels de Mbouman était une personne assez bien dans sa peau, riche, etc. Mais on a dit que c'était lui. Ça n'a pas encore prospéré, ce n'est pas encore arrivé à un procès, mais on peut se demander quand même si finalement on ne se sert pas des couches les plus déshéritées du pays, de la société, pour s'enrichir et pour commettre ces crimes-là, parce qu'on ne les commet jamais dans la haute société, on ne les commet jamais dans les classes supérieures, mais surtout ceux qu'on pense être plus fragiles, peut-être avoir moins de moyens pour aller en justice ou tenir tête à un big katika, comme on dit, au quartier. Peut-être que là, on a peur, et ce sont souvent des gens plus puissants. Pour parler aussi de l'affaire de Vanessa Tchatchou, c'est des personnes plus puissantes qui sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de ce type de crime. Je dirais un mot à M. Elogo Menyar, qu'il a été très courageux de poursuivre son action pour que ce crime-là
ne restent pas impunis parce que d'habitude, on a peur, on recule, une menace dans un palais de justice. Est-ce que vous aurez les moyens? Est-ce que vous pouvez? Bon, votre dossier va être classé et vous allez avoir tellement peur des intimidations que vous allez retourner chez vous puisque vous n'êtes pas soutenu, même pas par le quartier. Et ça pose le problème de la solidarité dans notre société. De la solidarité, que ce soit de l'État, mais de la solidarité aussi de la société. On vit dans un quartier, on vit avec des gens. Quand il vous arrive un malheur comme celui-là, il faut bien penser qu'il peut aussi arriver aux voisins. Et que ce soit une action collective pour dire notre voisin a subi telle chose, nous, on va l'accompagner dans ces différentes démarches pour qu'il ne soit pas seul et pour que demain, ceux qui viendront s'attaquer à notre société, à notre quartier, à notre groupe, trouvent que nous allons être regroupés et que nous pourrons mener une action commune malgré nos moyens les plus modestes. C'est pour ça que l'action est importante dans ce cas-là, mais l'action sous tous les fronts, que ce soit l'action dans votre entourage, que ce soit l'action par la société civile, comme le COCITEL de M. Achille Kotor, ou d'autres, ou des personnalités même de la société civile, c'est important de porter secours à ceux-là qui souffrent parfois d'une blessure très profonde et qui est infligée peut-être par quelqu'un de tout puissant que vous avez peur d'aller affronter. Merci Henriette. Je crois que s'il fallait trouver un mot qui a été prononcé par chacun des intervenants de cet après-midi, ce serait le mot impunité.